Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la présidentielle en Sierra Leone. Julius Maada Bio revient aux commandes 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État en 1996 en évinçant le chef de la junte, le capitaine Valentin Strazer. Je ne vous garantis pas la bonne appellation. Certainement Mathias Oussamba feront la précision dont il était le numéro de candidat du principal parti de l'opposition. Cet ancien militaire de 53 ans a remporté 51,8% des voix contre 48,19% pour Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir. Ces résultats donc marquent-ils un tournant décisif dans la vie politique du pays? Quels sont les défis qui attendent Julius Maada Bio? Comment le pouvoir exécutif peut-il gouverner alors que le parti du peuple de Sierra Leone ne dispose pas encore de majorité absolue au Parlement? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Samba Djalempa Badji, il est rédacteur en chef adjoint Africa Tchèque. Samba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Et merci à vous de m'avoir invité. Merci. Avec nous également sur ce plateau, Mathias Oumke, il est politologue, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa. Mathias, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi. Alors, Freetown qui respire enfin après la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle donnant la victoire à Julius Maada Bio, félicité d'ailleurs samedi dernier par son rival Samura Kamara, élu avec 51,81% des voix contre 48,19% pour son adversaire, avec un taux de participation de 81,1%. Ces résultats, Samba, marquent-ils un tournant décisif dans la vie politique du pays? Tournant décisif, je ne sais pas, mais je pense que c'est un moment important dans la vie politique de la Sierra Leone. J'aimerais aussi rappeler que c'est quand même, c'est pas la première fois qu'il y a un passage de pouvoir en Sierra Leone entre un pouvoir sortant et une opposition. Donc c'est peut-être en train de devenir une sorte de tradition dans ce pays qui, on le sait, a connu de longues années de guerre civile, de longues années de stabilité, qui est venu à la démocratie il y a quelques années. Et on voit là que le pays est en train quand même de devenir progressivement une démocratie apaisée où les élections se passent normalement, sans grand problème, et où si ceux qui ont perdu ont des griefs, utilisent les voies légales pour contester. Je pense que c'est très important. On l'oublie très souvent, mais je pense que quand il y a cette culture de contestation des élections par les voies légales, ça ne fait qu'agrandir la démocratie. Et je trouve que ce qui vient de se passer en Sierra Leone, c'est aussi un message pour toute la sous-région, et j'espère que les autres pays en prendront de la graine. Alors, Mathias Oumke, il revient aux commandes de Julius Maada Bio, 25 ans après avoir brièvement exercé le pouvoir en 1996, mais cette fois-ci par la voie des urnes. Alors, quels sont les grands défis qui attendent le nouvel homme fort de la Sierra Leone? Non, disons que les défis de la Sierra Leone ne sont pas tellement différents des défis auxquels la plupart des pays de la sous-région sont confrontés. Par exemple, la lutte contre la corruption. Je crois qu'il a dit plusieurs fois pendant la campagne que c'est l'une des gangrènes, n'est-ce pas, du pays. Et vous vous imaginez ici, vous prenez par exemple les industries extractives qui représentent l'essentiel, n'est-ce pas, des ressources du pays. C'est 80% à peu près des ressources à l'exportation, mais ne contribue qu'à 15% des revenus du pays. Et donc je pense qu'il sait très bien que cette disproportion vient de ce qu'il y a la corruption dans la manière dont on fixe, n'est-ce pas, les taxes et autres que les entreprises minières doivent payer et tout. Et donc, il a parlé de ça, et dans son programme, il est très clair sur des actions qu'il peut mener pour tacler cela. Mais au-delà, n'est-ce pas, de la corruption, le pays a été divisé. Comme il a dit, il y a eu le pays a connu une guerre dont on n'a pas soldé, n'est-ce pas, le passif. La guerre civile, un peu comme au Libéria, on n'a pas soldé véritablement le passif. Et quand vous regardez les résultats des élections, donc en plus, n'est-ce pas, des divisions qu'il y avait avant, les résultats montrent que le pays est divisé. Le résultat est tellement serré qu'aujourd'hui, c'est comme s'il a gagné
une moitié du pays contre une autre moitié du pays. Et donc pour moi, c'est un défi pour lui de travailler à l'unification du pays, à la cohésion. Et là également, dans son programme, je crois qu'il a mis le doigt sur cette question, au-delà donc de ces défis que je considère comme presque transversaux, qui sont déterminants pour les autres. Il y a l'éducation, naturellement, il y a la santé et autres qui sont des défis auxquels la plupart de nos pays sont confrontés. C'est vrai, vous l'avez rappelé en discours de campagne, lutter contre la corruption. Même il a été accusé par le candidat du parti au pouvoir de corruption, en attendant de voir, parce que c'est des propos à tonalité purement politique, en attendant de voir ce qu'il en fera une fois installé à la tête du pays. Mais déjà au plan économique, on note une trentaine d'entreprises chinoises qui construisent la quasi-totalité des infrastructures, des financements que lui-même il a qualifié d'arnaque en revisitant, ou une fois au pouvoir, il a promis en tout cas de revoir les avantages fiscaux consacrés aux entreprises étrangères, notamment chinoises. Est-ce la tâche sera facile pour lui aujourd'hui de mettre fin, entre guillemets, à cette indépendance économique de Pékin? Ça va être très difficile, parce que comme vous le savez, quand vous prenez le pouvoir dans ces conditions, c'est très difficile. Et la Chine a cette, je vais mettre en griffe, j'appelle ça qualité, mais ce n'est pas vraiment une qualité, de ne pas se poser beaucoup de questions pour mettre des ressources à la disposition de nos pays. Avoir naturellement ses intérêts en vue, mais ne pose pas beaucoup de questions à nos pays pour mettre des ressources. Et donc, vous avez raison de dire que l'économie du pays est vraiment largement entre les mains, n'est-ce pas, de la Chine. Et je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Et donc, on a déjà vu des pays dans la sous-région que je ne vais pas nommer, qui ont commencé en adoptant, par exemple, des codes miniers extrêmement progressifs, et qui, sous la pression aussi bien des entreprises minières que parfois des institutions multilatérales, ont dû mettre encore de l'eau dans leur vin. Vous voyez un peu la bagarre en RDC actuellement, quand le gouvernement a décidé de dire « je vais améliorer ou bien amender le code minier afin d'augmenter les ressources », ce n'est pas simple. Et donc, je pense que c'est très bien, quand on est en campagne, de mettre le doigt sur des faiblesses de ce genre. Mais une fois qu'on est en position de pouvoir, ça peut devenir très difficile. Mais à côté de ça, il a promis dans son programme, n'est-ce pas, des initiatives qui peuvent aider à lutter contre la corruption, qui, de mon point de vue, sont à sa portée, s'il pouvait simplement les mettre en application. Mettre en application la faisabilité, c'est toute la question. Alors, Samba, à votre niveau, la prédominance des Chinois dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, avec un taux de chômage, on parlait même de 70% chômage des jeunes. Aujourd'hui, comment doit-il s'y prendre pour mettre fin à cette politique économique de son prédécesseur? Ça dépend de ce que l'État sierra-léonais a signé avec ces entreprises chinoises, dans quelles conditions ils se sont installés, dans quelles conditions ils ont gagné des marchés. Je pense que c'est une réflexion globale aujourd'hui dans beaucoup de pays africains qu'on doit se poser sur tous ces investissements qui sont en train d'être faits dans les infrastructures. Les infrastructures sont bonnes, on en a besoin, mais est-ce que certaines sont adaptées? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des méga investissements sur des choses au fond qui ne vont pas rapporter grand chose aux États, mais enrichir quelques individus qui sont en business avec des méga entreprises? Ça, c'est une grande question. Alors aujourd'hui, il faudrait aussi, s'il veut ou tout remettre en cause ou revoir ce qui a été fait, il faudrait aussi qu'il puisse avoir les coups de franche. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, donc ça aussi c'est une autre paire de manches. Il faudra voir comment il va pouvoir manœuvrer tout en n'ayant pas la majorité. Est-ce qu'il pourra gouverner en trouvant des compromis avec son opposition d'aujourd'hui, qui était le parti au pouvoir, mais qui a aujourd'hui la majorité à l'Assemblée nationale? C'est tout, ça va être très compliqué, mais je pense qu'il est du devoir de tout président qui arrive de faire l'état des lieux, de voir qu'est-ce que les autres ont fait, qu'est-ce qui a été fait en bien, qu'est-ce qui a été fait en mal, et voir ce qu'il peut rectifier. Je pense que, comme l'a souligné Mathias tout à l'heure, beaucoup de pays africains sont très enthousiastes à faire des affaires avec la Chine parce que la Chine ne pose pas trop de conditionnalité. Si c'est dans leur intérêt économique, il n'y a pas de problème,
quel que soit, à mon avis, peu importe le partenaire avec qui nos États sont, ce qui est important, c'est que les intérêts de nos pays soient sauvegardés. Et parfois, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est le cas dans les interactions que nous avons avec tous les partenaires, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne. Il y a toujours ce débat sur les APE. Donc, ça montre que ce sont des problèmes très compliqués, mais aussi, il faut accepter en fait, nos États sont assez faibles face à ces partenaires-là. Une raison suffisante, Samba, pour contacter des dettes auprès, par exemple, d'une puissance telle que Pékin, parce que l'endettement également dans ce pays... Ce n'est pas une raison suffisante, ce n'est pas une excuse, ça peut être une explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nos États se dotent des moyens à la fois juridiques pour bien négocier avec soit les multinationales ou les autres États, mais aussi qu'ils aient une sorte de leadership politique qui leur permette de dire parfois non là où il le faut. Et ce n'est pas toujours évident. De dehors, on pense que c'est facile, mais ce n'est jamais évident parce que les autres ont des moyens de pression tels que parfois il est difficile de résister. Les autres, vous faites allusion à qui exactement? Non, je parle des grandes puissances. Je parle des grandes puissances. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine, ils ont des moyens de pression qui vont au-delà des moyens politiques, diplomatiques et même du chéquier. Je pense que quand un chef d'État se rend compte que dans 3-4 mois, il ne pourra pas payer des salaires, une grande puissance vient lui proposer un marché qui pourrait lui permettre de payer des salaires sur 6 mois, 8 mois. C'est pas évident. Parce que l'autre débat, il est là. Est-ce que nous, aujourd'hui, dans nos États, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut pour refuser certains avantages, entre guillemets, que nous avons dans ces relations qui sont parfois un peu opaques avec les partenaires internationaux? C'est très compliqué et il faut être aux affaires pour le comprendre. Il faut être aux affaires pour le comprendre. Mathias, c'est vrai que la Sierra Leone a réussi, bon, on peut dire ainsi, une transition ou une alternance, si vous voulez, démocratique avec Julius qui revient aux commandes. Mais c'est vrai, le pays a également connu une guerre civile entre 1991 et 2002 qui a fait des milliers de morts, mais surtout l'épidémie d'Ebola également qui a donc pénalisé pratiquement 400 victimes entre 2014 et 2016. La question, c'est aujourd'hui comment doit-il s'atteler aux les grands défis qui s'opposent face au gouvernement de Julius Maada Bio avec un taux de chômage de 70% des jeunes? Disons que les jeunes dans nos pays représentent un potentiel, tout le monde pense qu'on pourrait en tirer profit, mais c'est en même temps des bombes à retardement si on ne fait rien pour les mettre au travail. Comme vous le dites, les jeunes entre 15 et 35 ans font près de 70%, ils sont à 70% au chômage. Et vous savez, si vous connaissiez le passé de la Sierra Leone, le système éducatif sierra-léonais était l'un des plus performants dans la sous-région. Aujourd'hui, son système éducatif est pratiquement par terre. Et donc, je pense que quand vous êtes face à des défis de ce genre, le système, Ebola a mis en œuvre, a mis à nu les insuffisances du système sanitaire en Sierra Leone. Pas seulement en Sierra Leone, aussi bien au Libéria qu'en Guinée-Conakry. Et donc, je pense que quand vous êtes face à des défis de cette nature, je crois que c'est peut-être le temps pour nous, en Afrique, de savoir qu'on a des difficultés qui exigent un peu plus de sérieux. Aussi bien dans la manière dont on gère nos ressources, on ne peut plus imaginer au jour d'aujourd'hui qu'on peut continuer à gérer nos pays comme les gouvernants géraient il y a 20 ans. Ou il y a 15 ans, il y a 25 ans, ce n'est plus possible. Parce que les défis sont là et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la patience, n'ont pas la modération que les jeunes il y a 20 ans ou 30 ans avaient par rapport au pouvoir, par rapport à la société. Et je pense que nos autorités politiques, et donc la Sierra Leone ne fait pas exception à cette règle, ont intérêt à s'assurer que les maigres ressources dont nous disposons sont bien gérées et sont gérées pour l'intérêt de tout le monde. Et je crois que Maada Bio va prendre le pouvoir, il est vrai, mais il n'aura pas le choix que de bien gérer, parce que cette force, la jeunesse qu'il a amenée au pouvoir, peut aussi devenir son premier obstacle si jamais la situation ne s'améliorait pas.
dans les mois à venir. Le système éducatif, vous l'avez rappelé, l'un des plus performants, autant à l'époque dans la région, lui qui promet, il faut pouvoir d'instaurer une gratuité primaire et secondaire pour tous les enfants. Très, très ambitieux. Il n'a pas promis que ça. Il a promis augmenter les conditions de travail, améliorer les conditions de travail des enseignants, recruter plus d'enseignants, etc. Naturellement, ça va exiger beaucoup de ressources. Et donc, vous savez, il y a un jeu d'équilibre qu'il faut trouver parce qu'il a besoin d'augmenter les ressources du pays. Et donc, dans son projet de société, il a promis effectivement augmenter les ressources internes d'à peu près 10% à 20%. Mais ça peut devenir aussi un couteau à double tranchant parce que ça dépend de la manière dont ces ressources supplémentaires sont partagées entre, par exemple, les patrons, les entreprises qui ont les moyens d'obliger le gouvernement à leur faire des concessions et les citoyens. Et vous avez vu, le Libéria a connu, lorsqu'on a voulu transférer trop de taxes sur les citoyens, ça a amené des remous au Libéria il y a 2 ans et l'année dernière. Au Niger, actuellement, les manifestations qu'on a depuis quelques mois, c'est la contestation des taxes, des nouvelles taxes qui sont créées pour les citoyens. Vous allez au Nigeria, c'est la même chose. Et donc, je pense que si son souci d'augmentation des ressources internes doit les répercuter de façon exagérée sur les citoyens, ça peut devenir également un obstacle à toutes les ambitions qu'il annonce actuellement. Et donc, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de s'assurer que face aux grands, devant qui nous sommes souvent faibles, c'est-à-dire les entreprises qui viennent exploiter nos ressources, il faut bien qu'ils mettent la main à la poche parce que les citoyens sont déjà relativement pauvres. Le taux de pauvreté dans le pays est extrêmement élevé. Et donc, je pense qu'il ne peut pas pressurer encore les citoyens, comme le Libéria n'a pas pu le faire, comme le Niger est en train d'avoir des difficultés à le faire aujourd'hui. Il n'aura pas le choix que d'exiger de ceux qui viennent exploiter les ressources de mettre la main à la poche pour aider à générer des ressources nécessaires pour relever les défis. À relever les défis, Samba, vous l'avez rappelé, mais comment pourra-t-il arriver à gouverner avec une Assemblée nationale dominée par l'opposition? Oui, je pense que ça va être une expérience assez inédite pour le pays, je crois. C'est la première fois dans l'histoire politique de la Sierra. Après, oui, ça va montrer peut-être le degré de maturité ou pas des acteurs politiques sierra-léonais. Je pense que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose d'impossible, ça se fait ailleurs. Maintenant, c'est de voir jusqu'à quel point les acteurs politiques pourront s'entendre sur les questions majeures du pays. Et c'est aussi quelque part bon parce qu'on aura un président qui ne sera pas tout puissant, qui décidera de tout et qui fera tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il voudra faire, il va falloir qu'il trouve des compromis avec le parti. Ça ne sera pas facile pour lui, pour mettre en œuvre des générations. Ça ne sera pas du tout facile, mais je pense que dans des pays comme le nôtre, parfois c'est le seul moyen pour qu'il y ait un contre-pouvoir. Parce que nous constatons que dans nos pays, si je prends l'exemple du Sénégal, nous avons le parti au pouvoir qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc on parle même de majorité mécanique. Alors on a un président qui décide de tout quand il veut, comme il veut, et il n'y a pas de contre-pouvoir. Et c'est bien parce que ça permet au président de mettre en œuvre sa politique. C'est mauvais parce qu'il n'y a pas de garde-fou et le président peut faire tout ce qu'il veut et personne ne peut l'empêcher. Donc je pense que c'est pourquoi je dis que c'est une expérience qui peut être intéressante. On va voir comment ça va se passer et si les acteurs politiques font preuve de maturité, je crois que il finira son mandat en déroulant une politique qui ne sera pas forcément celle qu'il veut, mais il sera obligé de faire des compromis avec ses adversaires pour pouvoir gouverner. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mathias Oumke, si on s'en tient à ses propos de campagne électorale, il entend impulser une dynamique économique en Sierra Leone aujourd'hui. Est-ce que le fait que le Parlement ou qu'il n'ait pas une majorité à l'Assemblée nationale ne pas constituer un facteur de blocage dans le fonctionnement des institutions du pays? Normalement, quand on observe la manière dont l'opposition se pratique
chez nous, et pas seulement chez nous d'ailleurs, dans les démocraties aujourd'hui où l'opposition devient simplement un élément de confrontation avec le pouvoir, alors que l'opposition devrait rechercher la construction et donc soutenir tout ce qui marche et aller contre tout ce qui ne marche pas. Les oppositions deviennent systématiquement comme des forces de confrontation avec le pouvoir. Ce n'est pas seulement chez nous, mais ça se fait de plus en plus chez nous où nous sommes des démocraties jeunes et donc la culture politique n'est pas encore aussi ancrée que cela. On devrait s'attendre à ce que ça soit difficile pour lui. Mais il faut tenir compte aussi de l'autre paramètre qui caractérise la plupart de nos démocraties jeunes en Afrique, c'est qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'acteurs politiques qui aiment rester dans l'opposition. Et donc, vous avez vu dans la plupart des pays, vous pouvez dans quelques mois vous rendre compte qu'une bonne partie des députés du APC, donc le parti qui est normalement de l'opposition maintenant, rejoindre la majorité, rejoindre le pouvoir et puis constituer une majorité. Exactement. Dans le changement politique, vous savez que, de mon point de vue, c'est quelque chose qui s'observe de façon très aisée dans nos pays. Ce n'est pas bon pour la politique, mais ça fait partie des faits qui actuellement caractérisent nos pays. Et donc, moi, je ne serais pas surpris que d'ici à quelques mois, un groupe, n'est-ce pas, de députés du APC décide de rejoindre SLPP pour former une majorité sous prétexte qu'il voudrait aider le pays à se donner les moyens. Il ne va pas se mettre en porte-à-faux même avec son postulat de base, son principe même de lutter contre la corruption. C'est possible. Vous savez, quand vous êtes à ce niveau de pouvoir, vous êtes confronté à plusieurs niveaux de dilemme. C'est-à-dire que vous avez même entendu dire maintenant que bon, il veut gouverner dans l'unité, il va gouverner ensemble avec le parti d'opposition. Ce que la plupart des présidents, au moment de prendre le pouvoir, annoncent, mais ça ne se fait pratiquement jamais comme ça. Et donc, très tôt, il va se rendre compte à la réalité qu'il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée pour l'aider à mettre en œuvre sa politique. Sinon, voter simplement le budget peut devenir une quadrature du cercle pour lui. Et donc, il va se donner les moyens qu'il faut pour constituer une majorité à l'Assemblée, que le parti d'opposition le veuille ou non. Et donc, il va se donner les moyens. Ça va naturellement augmenter sa difficulté à lutter contre la corruption, parce que les premiers qui courent pour rejoindre le pouvoir sont ceux qui pensent déjà qu'on a beaucoup de choses à leur reprocher dans leur gestion ces 10 dernières années. C'est eux qui courent pour se réfugier derrière le parti au pouvoir. Et ça ne manquera pas en Sierra Leone, comme on l'a vu dans d'autres pays de la sous-région. Donc, de ce point de vue, c'est comme si je n'étais pas très inquiet, même si je sais que la logique qui explique ce phénomène n'est pas une logique compatible avec la consolidation de la démocratie et tout. Mais je crois que c'est ce qu'on observe en ce moment. La Sierra Leone, compte tenu de ce que nous avons constaté, c'est vrai que ce n'est pas un cas isolé pour parler du phénomène de la corruption qui gangrène la plupart des économies de certains pays africains. Il va en faire un cheval de bataille. Pensez-vous qu'il pourra y arriver alors qu'il déjà entend jouer la carte de l'apaisement pour assurer la cohésion nationale? De toutes les façons, lutter contre la corruption n'est pas une chose aisée. Je pense que l'une des choses qu'il va essayer de faire, ce qui est important, c'est de mettre en place d'abord des mécanismes de prévention et de lutte et de sanctions. Et après, essayer de fonctionner dans ce cadre-là. Après, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, que sur un coup de baguette magique, ils mettent fin à la corruption dans le pays, sinon il n'y aurait plus de corruption dans le monde. Je pense que la lutte contre la corruption, c'est aussi tout un processus. Les plus grandes démocraties sont confrontées, même si on peut débattre des poursuites. On a vu qu'au Brésil, l'ancien président est aujourd'hui en prison pour fait de corruption. Le premier ministre israélien est sous le coup d'une enquête pour corruption. Donc c'est un mal global qui ne concerne pas que l'Afrique. Donc je pense que d'abord, ce qui est important à ce stade, c'est d'afficher la volonté, de poser des actes qui montrent qu'on a l'intention de lutter contre la corruption, de mettre en place des mécanismes et essayer d'aller progressivement. Mais il ne faudrait pas s'attendre qu'il mette fin à la corruption dans 2-3 ans ou jusqu'à la fin de son mandat. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais tout dépendra de ce qu'il va afficher comme volonté et de ce qu'il va mettre en place comme mécanisme. On a vu chez nous au Sénégal, une volonté plus ou moins affichée, des mécanismes ont été mis en place, mais jusque-là, la plupart des gens dans l'opinion restent sur leur faim. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une bataille qui se gagne sur 2 ans, 3 ans.
Alors, toute dernière question, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique. La lutte contre la corruption en Sierra Leone, dans ce contexte politique bien sûr, parce que la particularité, c'est vrai qu'il revient aux commandes, parce que c'est un ancien militaire qui revient aux commandes après l'avoir exercé le pouvoir en évinçant un de ses frères d'armes. Aujourd'hui, vous pensez que la tâche sera facile? Disons que dans son programme, il a mis, comme je disais tout à l'heure, il a mis des éléments qui, de mon point de vue, pourraient l'aider. Il a dit par exemple que dans les 100 premiers jours, il s'engage à amender la loi sur la commission de lutte contre la corruption pour y introduire des dispositions relatives à la déclaration des biens, à l'entrée et à la sortie des charges pour ceux qui exercent, n'est-ce pas, des charges publiques. Il a proposé, par exemple, améliorer, je dirais, les prérogatives de la commission. Parce qu'il y a une commission qui existe actuellement, mais qui n'a pas la capacité d'investigation, qui n'a pas la capacité d'ester en justice directement si elle tombait sur des cas de corruption. Vous savez qu'en Sierra Leone, ça fait partie des pays de la sous-région qui ont un auditeur, c'est une dame, dont les rapports sont les plus critiques, mais dont on ne faisait strictement rien. Donc il s'est engagé pour dire, ces rapports, on va s'assurer aujourd'hui que les recommandations sont mises en œuvre. Donc je pense qu'il a fait, si pour moi, il pouvait suivre simplement les éléments que lui-même, il a prévus dans son programme, il pourrait déjà aider à faire avancer, je dirais, la lutte contre la corruption. Mais comme l'a dit Samba, ce n'est ni une lutte facile et ce n'est pas une lutte, on ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse amener la corruption à zéro dans un pays. En quelques secondes, Samba, le vent de démocratisation qui commence donc ou qui continue à souffler dans la sous-région, notamment en Afrique de l'Ouest, est-ce que la Sierra Leone, le Libéria peuvent-ils constituer un modèle pour les autres pays? Oui, enfin, c'est mon espoir. Je pense qu'on revient de loin. Et c'est bien que les leçons viennent de pays comme la Sierra Leone, comme le Libéria, qui ont quand même connu des crises. Les pires crises dans la sous-région se sont déroulées dans ces deux pays. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train de gagner en maturité. Bon, on ne parle pas souvent du Cap-Vert, mais je pense que c'est aussi une vitrine de démocratie aujourd'hui en Afrique. Ils donnent l'exemple. Je pense qu'on devrait s'en inspirer. Tous les pays de la sous-région devraient s'en inspirer. Après, l'un dans l'autre, nous sommes dans une sous-région qui est assez en avance si on compare à d'autres parties du continent, notamment l'Afrique centrale. C'est vrai qu'en Afrique de l'Est aussi, ils sont quand même assez avancés sur ces questions-là. Mais j'espère vraiment que ce qui vient de se passer au Libéria, ensuite en Sierra Leone, va faire tache d'huile et contaminer les autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire et la Guinée. La Guinée. Merci donc Samba Djalempa Badi, rédacteur en chef adjoint Africa Tchèque. Merci également à Mathias Oumke, politologue et administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. C'est la fin de cette émission Talk Afrique. Vous pouvez retrouver sur le site internet de Médion TV Afrique. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.